Le livre La raison humanitaire dont je parlais un peu plus tôt, au fond, a été le moment où je me suis rendu compte de quelque chose qui était pourtant assez évident, à savoir que ce qui m'intéressait depuis longtemps, mais en tout cas de manière particulièrement claire dans le cas de ces travaux sur le gouvernement humanitaire, c'était l'articulation des questions morales et des enjeux politiques. Ce qui est devenu du reste le titre de ma chaire au Collège de France, qui s'appelle « Questions morales et enjeux politiques dans les sociétés contemporaines ». Et donc, je dirais que la raison humanitaire était, à la fois en tant que livre, mais en tant que question que je posais, était le côté lumineux de cette, si on peut dire, de cette de ces questions morales et enjeux politiques, dans la mesure où il s'agissait de faire le bien, de manifester de la compassion, de porter assistance, de sauver des vies. Alors bien entendu, j'ai essayé d'apporter une analyse critique, justement, en me disant que c'était probablement un des domaines, un des sujets sur lesquels la pensée critique était la plus difficile à être reçue. Parce que dès lors qu'on est du côté de faire le bien, évidemment, toute analyse critique, qui encore une fois n'est pas une critique du travail des agents, mais qui est une critique de ce qui se joue à travers ce déplacement humanitaire. Pensons que des guerres ont été conduites au nom de l'humanitaire. Donc, j'ai pensé que c'était certainement un des domaines les plus difficiles à aborder. Il y avait une sorte d'intouchabilité du travail humanitaire. J'ai écrit un article qui s'appelle « Noli me tangere », qui est une citation de l'Évangile, ne me touche pas, et qui, pour moi, reflétait assez bien la difficulté qu'il pouvait y avoir à aborder ces questions, en montrant, par exemple, que, je l'ai dit tout à l'heure, la question de la justice sociale avait tendance à être reléguée au second plan, comme je l'avais vu en Palestine, mais comme je l'avais vu aussi en Afrique du Sud, reléguée au second plan par rapport à la compassion, l'expression des sentiments moraux, la question de la vie même, mais également le fait que la parole, la voix des personnes, des victimes des différentes situations dans lesquelles j'ai travaillé, ne devenait plus audible, ou plus exactement était remplacée par le discours qu'on faisait d'eux ou sur eux, ou en référence à eux. Donc il y avait toute une série comme ça de points de réflexion critique que je souhaitais mener, qui du reste, dans certains cas, ont été très bien comprises par les acteurs humanitaires, dans d'autres cas moins bien. Et c'est un moment d'ailleurs où j'ai essayé de développer une réflexion sur qu'est-ce que la critique. Je me référais en particulier à
des exercices de style que mon collègue aux États-Unis, Michael Walzer, avait fait. Et dans l'introduction de ce travail sur des penseurs du XXe siècle, il disait il y a deux types de chercheurs ou d'intellectuels ou de philosophes. Il y a ceux qui sont à l'extérieur de la caverne, reprenant bien sûr l'allégorie de Platon, à l'extérieur de la caverne, donc qui voient les choses et énoncent les choses comme que les gens ne voient pas, donc les rapports de pouvoir, les rapports de domination, les fonctionnements de l'inégalité, de l'injustice. Et puis il y a ceux qui sont dans la caverne et qui travaillent au plus proche des gens, de leurs préoccupations, de leur manière de voir, etc. Évidemment, il se situait dans le deuxième cas, en abordant des problèmes qui lui semblaient être très proches de ceux des gens et en écoutant ce que les gens disaient. Et je dirais qu'en France, il y a eu un petit peu cette discussion au sein de la sociologie entre Pierre Bourdieu, à qui on a parfois reproché même, mais en tout cas qui avait une approche qui consistait à dévoiler notamment des rapports de domination, dévoiler voulant dire qu'il fallait retirer le voile qui empêchait les gens de prendre conscience des rapports de pouvoir dans lesquels ils étaient, alors soit parce qu'ils bénéficiaient de ces rapports de pouvoir, auquel cas évidemment ils avaient intérêt à ne pas les reconnaître, soit parce que on les leur cachait lorsqu'ils étaient du côté de ceux qui étaient opprimés, donc à l'extérieur de la caverne, quelqu'un comme Pierre Bourdieu, et à l'intérieur de la caverne, quelqu'un comme Luc Boltanski, qui avait pris ses distances de manière assez fracassante avec Pierre Bourdieu, et qui disait que le rôle du sociologue, au fond, c'était de faire une grammaire de l'action, c'est-à-dire de rendre compte de la manière la plus fidèle et en la mettant en forme sociologique, de la manière de ce que les gens pensaient, de ce que les gens faisaient. Alors, en réalité, évidemment, la distinction est un peu plus compliquée, mais disons, il y avait quelque chose d'un côté de la sociologie critique et de l'autre côté de la sociologie de la critique. Pour ma part, et sans vouloir apparaître comme dans un raisonnement dit normand, je me disais que c'est pas comme ça que je travaillais, et que je travaillais peut-être pour continuer dans l'allégorie, sur le seuil de la caverne. Et comment sur le seuil? C'est-à-dire que je passais d'un côté et de l'autre. J'étais très redevable à l'intérieur de la caverne à ce que j'ai appelé l'intelligence sociale des agents, le fait qu'ils comprenaient beaucoup de choses, qu'ils m'apprenaient beaucoup de choses, et que sans eux, je n'aurais pas eu les moyens d'écrire ce que j'écrivais, donc je leur étais redevable. Mais d'un autre côté, je pensais qu'il fallait à un moment donné sortir de la caverne et avoir une analyse de l'extérieur qui permettait de rendre compte de choses qui n'étaient peut-être pas visibles à l'intérieur. Et que c'était particulièrement important parce que, au regard de cette intelligence sociale que je défendais pour les acteurs, les agents de la société, je voulais aussi défendre l'autonomie de l'esprit scientifique, de la recherche et du travail, au fond, que l'on faisait. Donc c'est pour ça que j'ai parlé de seuil de la caverne, et c'est ce que j'ai essayé de faire à propos dans ma critique de la raison humanitaire, où beaucoup des choses que je dis, je les ai apprises
des membres de ces associations, dans les débats que j'ai pu avoir, dans les entretiens que j'ai pu avoir, les observations que j'ai faites. Et en même temps, à un moment donné, j'ai pris du recul, de la distance, et j'ai essayé de montrer des choses qui probablement leur étaient difficiles à voir. Et donc, c'est cette manière de penser la critique, c'est ce que j'ai essayé de développer dans les différents travaux que j'ai conduits ensuite. Mais après avoir, en quelque sorte, et toujours pour rester sur un langage un peu métaphorique, après avoir analysé le côté lumineux des questions morales et des enjeux politiques, je me suis penché sur, disons, le côté obscur, si on ose dire, à savoir sur tout ce qui concernait la répression. Alors, il ne s'agit évidemment pas de diaboliser ceux qui conduisent à la répression, mais on voit bien qu'il y a un côté là qui va être plus dur. Et c'est un moment où j'ai, à partir du milieu des années 2000, où j'ai développé, avec une série de travaux, une approche ethnographique qui était à la fois très exigeante sur le plan du terrain et très rigoureuse, d'une certaine manière, du point de vue de l'écriture. C'est le travail que j'ai fait sur la police, où pendant 15 mois, j'ai travaillé dans une circonscription de la région parisienne, qui est considérée comme une des plus grandes et une des plus criminogènes. Et donc, pendant 15 mois, j'ai suivi le travail des agents en uniforme, mais surtout des agents en civil, qu'on appelle les brigades anticriminalité. Et c'est ce qui a donné le livre qui s'intitule « La force de l'ordre », avec pour sous-titre « Anthropologie de la police des quartiers ». Et donc, ce travail, je l'ai conduit au moment, enfin, entre les deux, en fait, grandes émeutes qu'il y a eu en France en 2005 et en 2007, et tout à fait par hasard. J'avais commencé un peu avant les émeutes de 2005, à la suite de la mort de 2 jeunes électrocutés alors qu'ils étaient poursuivis par la police, dans un transformateur. Et 2007, j'ai terminé un tout petit peu avant les émeutes beaucoup plus localisées, celles-ci, alors que les premières étaient nationales, beaucoup plus localisées, à la suite de la mort de 2 jeunes qui avaient été, dont la moto avait été renversée par la police dans des conditions très troubles. Et donc, dans cette période très, très tendue, ce que j'ai essayé de faire, c'est non pas de me pencher sur les moments spectaculaires, les moments extraordinaires, mais de m'attacher à l'ordinaire du travail policier, en me disant que c'était, d'une part, c'était extrêmement important de le comprendre, mais c'était aussi ce qui permettait d'éclairer les moments où quelque chose se passait qui était beaucoup plus tragique et qui avait des conséquences beaucoup plus importantes. Mais il m'a fallu ensuite 3 années pour arriver à commencer à écrire, parce que tout simplement, d'abord parce que j'avais espéré avoir un second terrain de recherche que je n'ai pas pu avoir, mais aussi parce que je ne savais pas comment écrire, je ne savais pas, j'avais beaucoup de notes, mais je ne savais pas quel ton trouver. Je ne voulais pas que ce soit une dénonciation, évidemment, des choses que j'avais vues, qui
qui avait à voir avec la violence, avec le racisme, avec les discriminations, avec la manière de penser et de traiter certaines populations. Et donc, il a fallu que je trouve à la fois une structuration et puis surtout une manière d'écrire. Et de façon anecdotique, lorsque j'ai écrit quelques pages au début, j'étais aux États-Unis à ce moment-là, j'en ai parlé à mes enfants, je leur ai lu même quelques pages, et eux m'ont vraiment poussé à écrire de manière qui pour eux était lisible. Ils étaient au lycée à ce moment-là, et ils me disaient si tu as des notes partout, les gens vont fermer le livre tout de suite quand ils sont dans la librairie, ils ne vont jamais le regarder. Et donc je me suis dit qu'il était peut-être possible d'écrire autrement, les sciences sociales, en l'occurrence une ethnographie, c'est-à-dire de reléguer toutes les notes en fin de volume, ce qu'on fait d'ailleurs très souvent dans le monde de l'édition aux États-Unis, et puis d'avoir une forme d'écriture dans laquelle la théorie n'apparaisse pas comme une espèce de couche qui cache ou qui rend plus difficile l'accès aux faits, mais au contraire de l'immiscer en permanence, de façon à ce que les gens n'aient pas l'impression qu'ils sont en train de lire de la théorie, mais que la théorie soit là pour rendre compte, pour expliquer par exemple la violence, pour expliquer les discriminations, pour expliquer la question de l'ordinaire, tout c'est la question morale. Et donc c'est comme ça que j'ai essayé d'écrire, en me disant il faut que ce livre puisse être lu par les policiers avec qui j'ai travaillé. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup l'aient lu, mais certains. Mais aussi des jeunes dont je parle, ou leurs parents. Et je dois dire que j'ai été très heureux quand j'ai appris de mon éditeur que c'était, je crois, le best-seller ethnographique des 20 dernières années ou quelque chose comme ça au Seuil. Mais précisément parce que, et ensuite, du coup, j'ai eu beaucoup de retours, non seulement des médias, évidemment, mais aussi d'organisations non gouvernementales, d'associations de quartiers, d'associations d'avocats, et simplement du tout venant, ce qu'on appelle les universités populaires en France, qui est une très belle innovation. Et donc j'ai essayé de faire tenir ensemble l'ethnographie comme méthode et comme écriture. C'est ensuite ce que j'ai poursuivi dans l'ouvrage plus volumineux, je crois qu'il fait 600 pages ou quelque chose comme ça, au point que l'éditeur était réticent en voyant la taille, qui est L'ombre du monde, une anthropologie de la condition carcérale. Donc vous voyez que les titres se font écho, et qui est sur une enquête de 4 ans en prison, dans une maison d'arrêt, qu'évidemment je ne cite pas, mais dans laquelle j'ai eu progressivement accès à tout. Je dis progressivement parce que la question des 4 ans, c'est vraiment très important. C'est très important pour d'abord gagner la confiance du personnel et notamment de la direction, qui au début veut bien vous laisser un petit peu discuter avec les surveillants, mais pas plus. Et puis progressivement, voyant que vous ne perturbez pas, finalement on finit par plus faire attention que vous êtes là.
vous laisse aller au quartier disciplinaire, vous appelle quand il y a une intervention des unités d'élite pour un problème qui nécessite leur venue. Et donc, et puis, ce qui a été le plus difficile, évidemment, c'est d'accéder aux personnes détenues elles-mêmes. C'était des hommes, donc des détenus. Et dans la mesure où je n'étais pas prisonnier, j'étais forcément du côté de l'administration. Il n'y a que deux catégories. Il y a ceux qui sont dedans par force et ceux qui sont dedans par leur métier. Et donc j'étais forcément par mon métier. Ce qui était vrai du reste, sauf que mon métier n'était pas celui de la pénitentiaire. Et donc, la première année, j'avais essayé de faire quelques entretiens, et je trouvais ça vraiment d'une très grande pauvreté. Parce que déjà je le faisais dans une salle où on me faisait venir, vous voyez, un surveillant qui vous fait venir le détenu, qui a accepté, mais qui se trouve en face de quelqu'un qui lui explique qu'il est chercheur en sciences sociales, qu'il essaye de comprendre les conditions de vie dans la prison, et qui assure qu'il ne posera aucune question sur ce qui s'est passé avant, etc. Mais évidemment, les détenus ont un discours qui est très, très raide, très sur leur garde. Et c'est dans la troisième année que, progressivement, j'ai pu être invité par les détenus, avec l'autorisation, bien sûr, des surveillants qui avaient confiance aussi en moi, invités dans leur cellule pour discuter pendant 1 heure, soit par petits groupes, soit individuellement. Et moi-même, je dirais que par le temps que j'avais passé, j'étais rassuré sur qui étaient ces détenus. Je n'imaginais pas prendre un coup de couteau ou... alors les couteaux, en principe, évidemment, sont interdits, mais il y a des tas de façons de fabriquer des armes en prison. Jamais je n'ai eu peur de cela ou d'être enfermé avec une négociation, etc. Jamais. Au contraire, les détenus étaient très heureux d'avoir quelqu'un qui s'intéressait à eux, avec qui ils pouvaient parler, avec qui ils pouvaient, dans certains cas, exprimer, quand c'était en individuel, des choses qui étaient personnelles. Dans d'autres cas, qui, quand ils étaient en groupe, pouvaient s'entraîner les uns les autres à dénoncer tout ce qui n'allait pas dans la détention. Et donc, ça a été là aussi un travail qui m'a pris beaucoup de temps, mais là où l'écriture a été plus facile parce que je trouvais plus immédiatement à la fois le ton, le style, la manière de faire. Et j'ai eu la surprise quand le livre est paru. D'abord, j'ai été invité dans pas mal d'établissements pénitentiaires. J'ai été invité par, là encore, des associations d'avocats ou de juges, des familles de détenus, et puis aussi j'ai eu l'autorisation de m'exprimer dans certains établissements avec les personnes détenues elles-mêmes. Ce qui a été pour moi très, très intéressant, y compris dans le fait que là où j'ai travaillé, plusieurs personnes, alors que mon travail est comme d'habitude, je dirais, à la fois restitue une réalité telle que j'ai pu la voir et la comprendre, mais également comprend une analyse critique de l'institution et même de certaines pratiques des personnels pénitentiaires, tout en essayant de les comprendre, mais aussi de les critiquer. Et j'ai eu la surprise qu'un certain nombre de ces agents, que ce soit des surveillants ou des officiers, me disent c'est dommage que vous n'ayez pas donné le nom, parce qu'évidemment on a une anonymisation des lieux. J'ai même pas dit dans quelle région de France j'ai travaillé. C'est dommage parce que ça montrerait à ma famille, à qui j'ai offert le livre, ce que c'est que notre travail et ce que c'est que notre activité. Et j'ai compris là quelque chose qui est que
le monde de la prison est tellement dévalorisé, les métiers de la pénitentiaire sont tellement dévalorisés. D'ailleurs, les statistiques montrent que environ la moitié des surveillants ne disent pas à l'extérieur leur métier. Ils disent on est agent de l'État ou bien ils inventent un autre métier. Par la mauvaise image qu'il y a d'être surveillant. Avec tous les noms dont on les affuble, etc. Et donc, c'était aussi une raison pour laquelle on m'avait laissé travailler en prison, c'était que l'image était tellement dégradée que ce que je pouvais écrire ne serait sûrement pas pire, et que voilà, on me faisait confiance. Donc j'ai eu des échanges qui étaient très riches, alors que avec la police, au contraire, il y a eu une très grande raideur dans les suites de la publication. Je n'ai jamais été invité à faire des conférences avec les forces de l'ordre. En revanche, j'ai été invité de manière non pas confidentielle, mais individuelle, place Beauvau, par un ministre et son directeur de cabinet, par un ancien préfet qui réalisait un rapport sur les relations entre la police et les publics, par un député qui était conseiller du président de la République sur les questions, là aussi, d'amélioration du travail des forces de l'ordre. Donc j'ai pu, et puis j'ai reçu aussi des courriers très individuels de policiers dénonçant les pratiques dans leur institution, mais ne pouvant pas les dénoncer à l'extérieur, ou alors m'expliquant qu'ils avaient été sanctionnés pour les avoir dénoncés, même en interne. Donc j'ai vu le contraste qu'il y avait entre une police et les forces de l'ordre qui étaient très fermées, qui le sont toujours, et le monde pénitentiaire, le monde de la prison, qui lui, au contraire, est remarquablement ouvert en France à la recherche, à la différence, par exemple, de ce que je constate aux États-Unis, où c'est quasiment impossible de faire une étude en détention.